Avec Stéphane Abrahamian, on va parler de la légende du vélo aujourd'hui, puisque nous sommes avec un coureur qui a connu l'âge d'or du cyclisme, Stéphane Abrahamian, professionnel à la fin des années 60, début des années 70, dans l'équipe Sonolor, ça parlera beaucoup. Stéphane Abrahamian, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette interview qui va faire plaisir à beaucoup, puisque vous avez connu quand même, comme je l'ai dit, l'âge d'or du vélo, une époque qui fait encore rêver énormément de passionnés de vélo. Donc vous avez connu les plus grands, comme Lucien Van Impe notamment, puisque vous étiez dans son équipe. Et donc première question, comment êtes-vous venu au vélo et pourquoi avoir choisi le vélo, dont je dis souvent que c'est le plus beau sport du monde? Alors mon père était cycliste. Il m'avait fabriqué, lorsque j'avais un tout jeune âge, j'avais 4 ou 5 ans, un très petit vélo. Les vélos qu'on voit actuellement maintenant sur le marché, quoi. Et j'accompagnais mon père en vélo dans les courses sur Marseille. Oui, on rappelle d'ailleurs que vous êtes Marseillais, né à Marseille. Tout à fait, voilà. en septembre 1946 à Marseille. Et donc vous avez commencé chez les cadets, je crois. J'ai commencé chez les cadets. Vous vouliez une anecdote? Alors je vais vous en raconter une. La principale, ma première course, c'est la course du 1er mai à Marseille, qui est une course au point, que je ne connaissais pas. J'avais un vélo qui faisait 60, vu ma taille, alors que j'occupe actuellement un cadre en 52, donc vous voyez la différence. Et ne connaissant pas la méthode des points, où on marque des points tous les 5 tours et ainsi de suite, donc moi je courais tout à fait normalement pour faire ma course. Et à l'arrivée, j'ai un oncle qui nous accompagnait, qui me dit: c'est bien, tu fais 10e. Bien sûr, en regardant le classement, je cherchais une 10e, c'était pas moi, puisqu'en fait chaque coureur avait pris des points à chaque sprint qu'il y avait. Voilà comment j'avais démarré ma première course en cadet. D'accord, donc sur un grand vélo, puisqu'un cadre de 60 au lieu de 52. Et après vous allez faire une grande carrière. Comment êtes-vous passé professionnel? Comment fait-on pour passer chez les professionnels, devenir coureur cycliste professionnel? Ben, on progresse, donc à l'époque c'était par catégorie. 4e, 3e, seconde, première. Et il y avait aussi les anciens pros qui pouvaient courir dans les premières catégories. Donc il fallait progresser dans chacune de ces trucs, où on marquait des points à chaque victoire ou à chaque, je sais pas, deuxième place peut-être. Et on progressait au fur et à mesure pour vaincre. Et dès les quatrième catégories, j'ai marqué des points pour atteindre, pour passer au-delà, quoi. Mais je ne pouvais pas. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait le premier pas d'un lot, donc en 4e catégorie. Et là j'ai commencé à progresser. Là j'ai connu plusieurs catégories de sprinters, ce qui m'a appris à connaître le sprint que je ne connaissais pas. Et je démarrais très souvent dans l'école et je me faisais rattraper bien souvent un peu avant la ligne d'arrivée, parce que les autres roulaient et au sprint, bien sûr, je me faisais battre. Ça a duré quelques temps. L'année 63, ouais, c'était 62, 63, oui. Donc l'année de vos 17 ans, donc junior. Ouais. Oui, junior. Et là j'étais 4e, 3e. 3e, pas de problème, mais j'étais bloqué compte tenu de mon âge, puisqu'on ne pouvait pas passer au-delà de 16 ans, je crois, dans la catégorie supérieure. Donc je passais un T dans ces courses-là. Et j'ai continué à progresser. Par contre, je suis devenu meilleur au sprint. J'ai appris à sprinter, ce que je faisais d'ailleurs aussi à l'entraînement. À l'entraînement, mine de rien, l'entraînement, ça sert énormément. Ça permet de faire tout un tas de prolongations par rapport aux courses vraiment, quoi. Des périodes de sprint, des périodes de repos, et ainsi de suite. Alors, et j'y suis arrivé. Ouais. Et quel était l'entraînement justement à l'époque? Moi je roulais, alors j'avais un gros avantage, moi. Je vous ai dit, donc très tôt j'ai roulé avec mon père. Ensuite à 11 ans, j'ai emprunté un vélo
j'avais toujours ce vélo de 60 que j'ai pu rouler. Et on est allé monter la Sainte-Baume, un tas de trucs comme ça. Où je me suis aperçu que je lâchais des copains qui étaient avec moi, qui aimaient le vélo, qui avaient de belles chaussettes, tout. Des choses que j'ignorais, moi. C'est qu'il y avait des cales sous les chaussures. Je montais, moi, sans les cales. Jusqu'à ce qu'un jour, un dirigeant me dise, attends, on montait Bellefille, en haut de Bellefille, au-dessus de la Ciotat, là. Il me dit, tu peux me montrer tes chaussures? Oui, je les montre, il me dit, mais attends, mais tu n'as pas de cale? J'avais les traces, la marque de mes chaussures, de mes pédales sur mes pieds, quoi. Il me dit, mais attends, tu montes ça? J'ai dit, oui, pourquoi? Il me dit, il te faut des cales. Ah bon? Donc j'ai appris à mettre des cales, tout ça en 4e, 3e catégorie. Et doucement, j'ai progressé jusqu'à m'améliorer déjà en sprint. Les bosses, c'est vrai que je continue à bien les monter, mais c'est surtout en sprint que je me suis amélioré. D'accord, parce qu'on rappelle que vous avez été quand même avantagé par la nature pour grimper peut-être. Exactement, par la nature pour grimper, même s'il y a d'autres choses qui m'ont gêné, mais ça je pourrais vous en parler en dehors. Mais c'est vrai que j'étais avantagé par la nature pour grimper. Mais je me suis amélioré dans le sprint. Au point, on en parlera plus tard éventuellement, que j'ai remonté un sprint de près de 30 mètres de retard pour aller gagner au sprint le championnat de France. D'accord, alors ça c'est un moment important de votre carrière, effectivement, le championnat de France. Là on est en 1968. Voilà, et c'est les championnats de France à Port-de-Bouc. Et c'est là où d'ailleurs Thévenet avait gagné en junior. Et moi, j'ai gagné en senior, 1 ou 2 jours après lui. Et là, on se retrouve. Il y avait le troisième, c'était Jean-Pierre Danguillaume. Et le deuxième, donc c'est celui que je bats, c'est Pierre Gauthier, qui a démarré au kilomètre. Il est parti et il nous a pris facile 30 mètres. Et au moment où nous on démarre le sprint, il a une trentaine de mètres d'avance et je vais le sauter, mais de 2 ou 3 cm sur la ligne. D'accord, donc là vous avez 22 ans. Oui. Est-ce que c'est ce championnat de France, ce titre de champion de France qui vous permet de passer professionnel ou bien C'est ce qui m'a permis de faire le Tour de l'Avenir avec Robert Houbron, le directeur technique national, qui m'a fait rentrer dans l'équipe. Même si je faisais des stages à l'équipe de France. Et qui m'a fait rentrer donc dans l'équipe de France. Il m'a permis, ce titre m'a permis de participer au Tour de l'Avenir, où on a fait une course, très honnêtement, pour l'ensemble de l'équipe, une course merveilleuse. Parce que 3 jours avant l'arrivée, il y avait Van Impe, qui était dans l'autre équipe de Lucien Van Impe, Belgique. Oui. Et on était au coude à coude. Et on arrive en Belgique, où ils nous mettent presque 1 minute. Tous à fond, on a roulé, sans avoir repris la moindre seconde. Ils ont pris 1 et quelques, qu'ils ont gardé jusqu'à l'arrivée. Et donc le lendemain, on a décidé, grâce à M. Houbron, de faire en sorte de faire la course, mais de faire la course à fond. Et là, on a eu l'avantage de bénéficier du vent. Et là, on roule, j'avais Jean-Pierre Danguillaume devant moi derrière lui, et je regarde devant, et je compte 1, 2, 3, il y avait au moins 6 coureurs français dans cette équipe-là. Qu'est-ce que je fais? Je dis à Jean-Pierre Danguillaume, Jean-Pierre, ouvrir pour mettre une 2e bordure. Lui, il ouvre, moi j'ouvre aussi. Le 3e, qu'est-ce qu'il fait? Il hésite à faire. Hop, il vient dans ma roue aussi, le 4e. Ça l'obligeait à combler 4 longueurs en plein vent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est venu aussi. À partir de là, le 3 a été fait. Ils sont partis, ils ont pris 10 minutes. Et on fait 1, 2, je suis sûr, peut-être 4, 5, au point qu'à l'arrivée, Robert Houbron, il nous a dit, les gars, je suis satisfait de vous, cherchez pas, c'est cette équipe que j'amène au jeu. Et il a amené entièrement cette équipe au jeu. D'accord, donc les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. En 1968, où je termine 4e.
avec des regrets, mais enfin, des regrets. On a laissé partir Vianelli, puis on a laissé partir Mortensen. Et quand Gösta Peterson a démarré, je me sentais fort. Le problème, c'est que j'avais près de moi, toujours à côté de moi, Roger de Vlaminck. Et Roger de Vlaminck que je craignais, et un autre que je craignais aussi, c'était Montserrat. On n'en parle pas beaucoup de Montserrat. Mais Montserrat, c'était quelqu'un. D'ailleurs, il a été champion du monde. Hein, Oui. Et je me dis, au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? Je veux voir Roger. Roger de Vlaminck. Je vais le voir, je dis Roger, tu viens, on part? Elle me dit non, moi Capou. Je me dis Capou. Gösta Peterson, il était parti, il avait pris quoi? 50 mètres, peut-être 100, même pas. Que j'ai dit j'y vais, et il y a Pijnen qui me suit, et on part tous les deux, et on roule à fond. Et on roule pour revenir sur. Et on finit en gros à 20 mètres de Gösta Peterson. Et par contre, je bats Pijnen en sprint. Pijnen, que j'ai appris après, qui était un spécialiste des courses de 6 jours. D'accord, sur la piste, effectivement, les courses de 6 jours. Voilà, à Mexico, et c'est vrai que ça m'avait laissé quelque chose d'autant que. Est-ce que c'est une anecdote? Est-ce que ça n'en est pas une? Enfin, d'autant que j'étais le seul. Suivant où ça va apparaître, ça va encore me faire du mal. Et oui, j'étais le seul à participer. D'ailleurs, j'étais seul à partir rouler. Les autres disaient ouais, on verra cet après-midi. Ouais. Non, j'ai dit moi les gars, les bornes il faut les faire quoi. La course elle va avoir lieu. Et j'étais le seul à faire mes 120 bornes pratiquement tous les jours quoi. Même si on était en fin d'année, pour pouvoir améliorer notre résultat quoi. En tout cas le mien quoi. Ouais, pour améliorer la condition. Donc effectivement, on voit beaucoup d'envie, de détermination. Et en 1969, donc, vous passez professionnel. Et donc, là, je passe professionnel, je pense, grâce à l'aide de mon directeur sportif, de mon président à l'époque. C'était Marcel, non, René Lutier. Non, Marcel. Lutier. Ouais. Lutier, Marcel. Marcel Lutier. C'était Marcel Lutier qui était président. Un homme très efficace, très sûr de lui, enfin, et qui s'emportait justement pour ses coureurs quand ils avaient raison. Et il m'a fait rentrer, lui, il a cherché, je pense qu'il m'a fait rentrer chez son nouveau. Voilà comment ça s'est passé pour être professionnel. D'accord, donc là vous arrivez dans l'équipe Sonolor en 1969, donc début d'année. Il y a Lucien Aymar peut-être. Non, il n'y est pas encore, c'est l'année d'après. Il était chez BIC. Voilà, il était encore chez BIC. Au point que moi, champion de France, et lui champion de France, moi champion de France amateur, et lui dans l'hiver, l'équipe nous a réunis à Hyères là-bas. Et on a fait une photo près du bateau du baron de BIC. Et on a pris une photo en bord de mer, d'ailleurs ça se voit là, en bord de mer, tous les deux en maillot de champion de France. Lui champion de France pro et moi champion de France amateur, avant que je passe pro. D'accord. Et donc dans cette équipe, le leader c'est Lucien Valune qui commence sa carrière, qui fera une grande carrière, qui remportera le Tour de France, qui sera 6 fois meilleur grimpeur du Tour, mais que vous ne craignez pas, selon ce que vous m'avez dit, dans les étapes de montagne, puisque... Exactement. C'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'il s'améliore au point de me battre. Dans le Tour 69 qu'on fait ensemble, il a eu une défaillance où moi je reviens sur lui et il me dit, il avait un accent, il avait un léger accent, toi Stéphane reste avec moi, moi capoute, je dis pas de problème, je reste avec toi. Et donc on a monté un moment et Stableski est venu à ma hauteur et il me dit écoute, tu te sens de marcher? Je dis oui, moi je me sens. J'ai dit mais là je suis avec lui. Il me dit non, laisse-le. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai laissé, je suis parti. Mais il a quand même réussi, à trouver un groupe et ils me sont revenus dessus quelques temps après dans la descente. Quoi. On est arrivé à Luchon. On montait d'Espagne
Ouais, ouais. Le col. Bref, un col qui arrive sur Luchon. D'accord. Alors, est-ce que là vous faites chambre avec Lucien Van Impe? Oui, c'est dans ce Tout tour. le temps, on a toujours fait le. Je ne sais pas pourquoi, on a fait. Bon, c'est vrai qu'on se connaissait. Alors, peut-être pas en bon terme, enfin pas en bon terme. Disons qu'on se respectait. Lui et moi, du Tour de l'Avenir, on savait ce qu'on valait, et lui et moi. D'autant que moi, j'avais porté également le maillot vert dans le Tour de l'Avenir. D'accord. Parce que j'avais fait deuxième le premier jour, et je bats Roger de Vlaminck 2 ou 3 jours après, et je prends le maillot vert. Le maillot vert qui était vert et blanc en fait. Ouais. Donc avec Van Impe, oui, on a fait équipe ensemble, on discutait le soir et tout, c'était agréable. D'autant qu'à partir du moment, en tout cas c'est mon état d'esprit, je pense que c'est un peu celui de tous les coureurs. À partir du moment où vous êtes dans une équipe, vous vous dévouez à cette équipe. Donc, et je pense que tous les coureurs ont cet état d'esprit. D'accord. Plus que l'État par rapport à une équipe de nation. D'accord. Pardon de vous dire ça, mais je le pense vraiment. Ouais, c'est. Pour pas vous parler de Aymar, d'Anquetil, de Poulidor ou quoi, je pense que Rudy Altig, une année, il a été aidé pour gagner un championnat du monde devant Poulidor. Alors qu'il y avait Anquetil qui pouvait l'aider, qui ne l'a pas fait, qu'il y avait Aymar qui pouvait l'aider, qui ne l'a pas fait. Donc, je pense que la marque, le contact par équipe de marque est plus important. D'ailleurs, vous ne voyez plus beaucoup d'équipes de nations en dehors des championnats du monde. Parce que l'équipe par marque, ça fait évoluer les coureurs dans le bon sens du terme. D'accord. Donc là, on est en 69. C'est votre première année professionnelle. Et vous vous dévouez à la marque qui vous emploie, quel que soit d'ailleurs le montant du salaire qu'elle vous octroie, puisqu'on va parler de votre salaire à l'époque. Je ne sais pas ce que ça représenterait aujourd'hui, mais vous m'aviez dit que vous gagnez 500 francs par mois. Voilà, vous étiez payé 12 mois à l'époque ou 12 mois, hein, c'était pas comme Non. On était payé 12 mois, à une autre époque, donc là c'est bien sur 12 mois. Oui, 12 mois. En fait, on était des salariés comme n'importe qui. Donc on était payé 12 mois, et notamment le mois de décembre, je pense. Le décembre, janvier, enfin, je sais plus. Le mois de décembre, sans doute comme un mois de congé. Quoi. Voilà. Donc, mais on était payé 12 mois par l'employeur, qui était le jeune. Ouais. On était salariés des cycles le jeune. On était Sonolor le jeune, et c'est le jeune qui nous payait les salaires. Alors en 69, le maillot était d'une certaine couleur. Oui. Et puis il a changé de couleur. Il a changé. En fait, il était toujours rouge, le bas, et le haut était jaune. Était en partie jaune. Et comme pour le Tour, ils interdisaient, alors que maintenant on l'a, ils interdisaient le jaune. Tout ce qui était jaune était interdit. Donc on avait pour le Tour un maillot blanc. Le haut du maillot blanc. Donc qu'est-ce qu'a fait Sonolor et le frère le jeune, ils ont dit le blanc on va le rayer. Voilà. Ils l'ont rayé, donc ça a fait gris et blanc, gris et blanc, gris et blanc, et le maillot restait gris et blanc, même si pour la saison on avait du jaune sur les parties blanches. D'accord. Donc là, à la fin de l'année, vous demandez à votre directeur sportif un rendez-vous. Comment est-ce que ça se passe avec Jean Stablinski, puisque c'était lui le directeur sportif? Le rendez-vous avec Jean s'est relativement bien passé, puisque je lui ai pris rendez-vous, c'était donc dans Paris-Luxembourg. Je lui ai demandé un rendez-vous, il m'a dit oui, on se verra dans la chambre le soir d'étape. Donc le soir d'étape, je suis allé. J'ai tapé, je suis rentré et voilà, puis j'ai discuté, voilà. D'une part, est-ce que vous êtes content de moi pour me renouveler l'action, ou est-ce que je dois chercher une place ailleurs, quoi. Et si vous êtes content, est-ce que vous envisagez de m'augmenter? Voilà.
il m'a fait comprendre, je dis il parce que c'était un tête-à-tête, lui et moi. Donc, et il m'a fait comprendre que oui, il envisageait de me garder, qu'il n'était pas mécontent de mon année. Et que oui, il acceptait de me faire une augmentation. Donc voilà, il me l'a augmenté à 1000 € par mois. Ce qui représentait le double quand même de... Et je doublais mon salaire. Hein. Voilà, 1000 francs au lieu de 500. Et donc après, on est en 1970. Vous allez refaire le Tour de France. Oui, alors on était en pourparlers avec Janssens, Oui, avec un S. d'accord, ouais. Et ça s'est joué au championnat de France, à Rennes, près de Rennes. Là. Et j'ai dit il faut que je fasse un maximum. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, il y a une échappée qui part. Et on se retrouve 10-12. J'ai dit j'y vais. Donc je me suis débrouillé, je suis allé dans l'échappée. Et là je me suis mis à rouler. J'ai roulé jusqu'à l'avant-dernier tour. Où je me suis, je dis bien écroulé à l'espace de, je sais pas moi, un quart de tour. Ils m'ont rejoint, je suis resté dans le peloton, mais enfin ils m'ont rejoint et j'ai pas été. Par contre, je pense que j'ai épaté Jean Stablinski parce que dans la foulée, il m'a envoyé un message comme quoi il me retenait pour le tour. Au point que Zotemel, me l'a reproché quelques temps après, on s'était rencontrés dans un Tour de France. Lui, il était directeur sportif dans une équipe. Il m'avait dit ouais, putain, tu te rends compte que tu m'as fait sauter? Il dit, attends, c'était toi ou moi? Pourquoi j'allais me battre pour toi et toi te battre pour moi? Non, chacun pour soi. Et puis... Ouais, il m'a dit ouais, tu as raison. Et il avait un travers. Ouais. Et j'ai été sélectionné. Le problème, c'est que on partait, je ne sais pas, 5 ou 6e étape, je chutais. On est parti de chez Verpoulidor. Ouais, de chez Verpoulidor, on est parti. Et on est remonté. D'accord. Et c'est en remontant qu'on arrive sur Rennes. Je chute. En fait, on arrive donc sur le drôme de Rennes, une grande avenue, et au bout, bien sûr, une impasse. Mais quand je dis impasse, c'est 3 mètres de large, hein, pas plus, quoi. Une impasse pour aller ensuite vers le vélodrome. Et là, bien sûr, tout le monde affole, tout le monde freine, et il y a une chute, un autre qui me fait tomber, et quand moi je tombe, il y a Adriano Durand, je crois, qui chute, et en chutant, son vélo, non pardon, lui est tombé, et moi je suis tombé sur la pédale, et c'est là où j'ai eu le nerf sciatique qui a flashé. Et j'en ai souffert 2 jours avant d'abandonner. Le lendemain, c'était l'étape de Rennes à Lisieux. Ouais, Rennes à Lisieux. Et j'ai souffert, mais c'est pas terrible. Et en fait, j'ai souffert des douleurs que j'avais dans mes moyeux, dans mes articulations. Mais je souffrais énormément. Sinon j'avais rien. Et j'ai dit, demain je vais aller voir le médecin. Et il m'a dit, écoutez, tout ce que je peux faire, c'est vous faire l'infiltration. On verra ce que ça apporte. Bref, le lendemain matin, on m'a fait l'infiltration. Et il y avait 2 demi-étapes. 2 demi-étapes de 90 bornes. Lisieux, Rouen. Rouen-Amiens. Et je me fais lâcher au bout de 42-45 bornes, quelque chose comme ça. Et j'ai perdu en gros 30 secondes au kilomètre. Par contre, 30 secondes au kilomètre, c'est infernal ça. D'une part, parce que les gars roulaient vite, et moi qui étais dans l'emploi. Oui, parce que les deux, quand ce sont 2 demi-étapes dans la journée, de 90 km, vous me disiez, c'est pas comme une étape c'est pas plus longue. D'ailleurs, à l'époque, on avait des moments de repos. Hein, quand on roulait, il y avait les courses à la canette, on allait faire. Mais
quand il y a 2 demi-étapes comme ça, c'est départ à fond, au milieu rouler à fond et finir à fond, quoi. Ouais. Et les 2 demi-étapes, c'était comme ça, hein, c'était comme ça. Donc voilà, ça s'est passé, j'ai pas pu, je suis arrivé hors délai, bien sûr. Quand je dis hors délai, c'est même une anecdote, parce que quand je suis arrivé, les gars ils se préparaient à partir, après avoir mangé, ils se préparaient à partir, alors que moi j'avais pas encore mangé. Donc, ouais, et j'avais compris que ma carrière, j'avais compris que ma carrière était finie. Alors qu'est-ce qui fait qu'on finit une carrière? Alors qu'est-ce qui déclenche la fin d'une carrière justement? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que votre carrière était finie? Déjà, les pourparlers de la fin d'étape. Parce qu'à la fin d'étape, j'ai mangé le repas avec mes équipiers. Là. On était tous à table. Je demande si je peux garder le vélo du Tour. Parce qu'on avait un vélo pour le début d'année. Pour le Tour, on avait un deuxième vélo qui était prêt. On me dit non, tu n'en as pas besoin, tout. Moi, je me dis, attends, comment ça, tu n'en as pas besoin? Alors, j'insiste, je dis, attendez, qu'est-ce que vous allez me faire de ce vélo? À ma taille, vous n'en aurez pas 36 de gars comme moi. Hein, donc, bref, à force d'insister, on accepte de me le fournir. Quand je dis fournir, c'est vendre. Hein. C'est-à-dire qu'on me le fournit, on me le vendra. En fin d'année, je devrais payer le. Si je le garde, je devrais payer le montant du vélo. Quoi. Donc j'ai dit oui. Et puis on a discuté. Et en plus, j'avais des amis aussi. Dans l'équipe, j'avais. Là, c'était un coureur de Paris. Je ne me souviens plus son nom, mais qui lui m'a dit, à mon avis, fais attention, il va t'arriver quelque chose. Voilà un peu tout ce qui m'a inquiété. Qui plus est, comme je me disais, si tu n'es pas capable d'aller plus loin, prépare-toi à apprendre un nouveau travail, un nouveau truc. Quoi, hein, voilà un peu ce qui m'a poussé. Quoi. Et j'ai dû m'inscrire, ah oui, ça c'est important ça. J'ai dû m'inscrire dans un club de sport pour faire du volley. Et il faut y aller pour sauter à cette hauteur. Hein, Et oui. Je me suis inscrit pour sauter, pour me dépenser. Quoi, me dépenser. Parce que j'avais une capacité énergétique mais terrible. Quoi. Et pendant un mois et demi, je me suis donné comme ça à fond pour ce truc. Et là j'ai compris que j'avais plus rien. Plus de nouvelles du directeur sportif, plus. Bon, je me suis dit, attends-toi à ce que ce soit fini. Et tout. Cela dit, ils m'ont payé jusqu'à la fin. Hein. Ils m'ont payé. Mais à la fin, j'ai même pas eu un mot. Au point que j'ai failli, et je le dis ça, j'ai failli aller au prud'homme avec un avocat pour dire, mais attendez, vous m'avez pas résilié, vous n'avez rien fait. Mais j'ai laissé tomber. D'accord. Voilà ma carrière cycliste, comment elle s'est arrêtée. D'accord. Donc, et à l'époque, donc les vélos, c'était 5, 6 vitesses. C'était encore 5 vitesses. J'avais 5, ouais, 10. 5 donc, fois 2. Donc voilà, 5 x 2. Les boyaux, 23 de section, 18, 23, 22 de section. Non, vous ne savez plus, c'est pas. 18 peut-être. 18 de section. On avait des Cléments, mais ça, c'est que les Cléments, c'est nous qui les fournissions. Ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai acheté quand je suis passé amateur. Ah oui, parce qu'en plus, il faut savoir qu'en 70, quand on a arrêté le vélo, on n'avait plus le droit de reprendre le vélo. On n'avait plus le droit. C'est-à-dire que les anciens pros ne pouvaient pas redevenir amateurs. Et ça a duré 3 ou 4 ans, ça, avant que je puisse reprendre, moi, une licence en 74. En 74, où je vais gagner une course à l'étape. En 74, donc un amateur. Hein. Et parce que, comment il s'appelait le directeur sport? Marillier. Richard Marillier avait interdit aux ex-pros de redevenir amateurs. Donc l'ex-pro qui a arrêté, il pouvait s'arrêter carrément. Ça a arrêté. Oui, ils ont réagi.
je dis attendez, c'était pas debout ça. Quelle raison vous voulez empêcher les gars de courir quoi, donc on a pu le refaire, mais 69, 70, 4 ans après. D'accord. Et puis vous avez su rebondir aussi professionnellement Ah oui, professionnellement, oui. Oui, dans l'entrepreneuriat, puisque Ah oui. vous avez créé des entreprises, vous m'avez dit. Oui, ouais, j'ai créé, en tout j'ai créé 3 entreprises, dont 2 qui fonctionnent toujours d'ailleurs. Une que j'ai créée en 71, donc vous voyez, de suite après, j'ai fait quelques temps de chômage et de cours Formation pour adultes. de formation pratique, électrique, enfin, électricité et chauffage. Et je me suis lancé dans le dépannage des appareils de chauffage. Quelque chose qui commençait à démarrer et qui a bien marché de suite, quoi. En plus, quand on a été coureur cycliste, on ne peut rien faire d'autre que de travailler à fond. Donc, ça, pour moi, c'était pas un problème. Ça. Quand on est prêt à vendre son père et sa mère sur un vélo pour une canette de bière, monter sur se battre pour aller gagner sa vie, c'est pas un problème. Hein. Ça n'a jamais été un problème. Voilà comment j'ai réussi à y arriver. Quoi. En fait, c'était pas l'objectif de votre interview, je présume. Non, mais c'est juste pour Oui. savoir qu'est-ce que vous avez fait après. Je sais que ça intéressera beaucoup de monde. Eh bien, merci beaucoup. Et puis merci aussi à François Conti pour cette rencontre qui est toujours là, François Conti, donc ici à Josier, au pied de la cime de la Bonnette, la plus haute route d'Europe qui est quelque part par là-bas. Merci beaucoup Stéphane Abrahamian, merci François Conti, merci à tous. Vive Merci le à vous. vélo et Merci. bien sûr gardez la cyclisme attitude. Bonne journée. Au revoir.